Alors déjà, bonjour à tous. Je vais commencer par nous présenter parce qu'il y a eu un petit changement dans les intervenants. Alors, le docteur Sidonie Verdier, qui est médecin de l'équipe mobile de soins palliatifs du centre, un des deux médecins de l'équipe mobile de soins palliatifs du centre François Paclès. Julie Fleur Schindler, qui est docteur Verdier, qui est aussi membre du groupe de réflexion éthique de l'établissement. Julie Fleur Schindler, qui est infirmière à l'équipe mobile de soins palliatifs de Paclès. Émilie Prudhoncet, qui est juriste et également membre du groupe de réflexion éthique. Et moi-même, du coup, Marie Desnoyers, qui suis psychologue dans le service des soins de support au sein de l'équipe mobile de soins palliatifs et depuis quelques mois présidente du groupe de réflexion éthique de l'établissement. Je vais passer la parole à Sidonie Verdier. Bonjour à tous. Donc on vient aujourd'hui vous parler d'une situation qui a fait beaucoup parler au sein du centre. Donc c'est la situation de Monsieur F, 53 ans, agriculteur, atteint d'une tumeur cérébrale maligne incurable qui avait été diagnostiquée début 2021. C'est un monsieur qui est vu en consultation suivi par son oncologue référent qui lui annonce ce jour-là une progression de sa maladie avec nécessité de changer la ligne de chimiothérapie. Monsieur F a exprimé ce jour-là qu'il ne souhaitait pas reprendre de traitement, qu'il s'attendait à une progression parce qu'il y avait eu une aggravation de ses symptômes neurologiques avec une hémiparésie, donc une paralysie partielle du côté du corps, et des troubles de la parole. Ce monsieur, il arrivait à s'exprimer grâce à l'intervention de son épouse. En fait, il avait des ébauches de phrases que sa femme complétait et le monsieur validait ou non l'interprétation que son épouse faisait de ce qu'il essayait de dire. Donc il explique ce jour-là en consultation à son oncologue et à l'infirmière de parcours qui l'accompagne que depuis le diagnostic de sa maladie, il a pris une décision, il y a réfléchi et il a pour projet de se suicider le jour où on lui annoncera qu'il n'y a plus rien à faire. Et donc ce moment-là est venu. Donc il expose à l'oncologue et à l'infirmière que son projet est déterminé, que ça fait 2 ans qu'il y pense, qu'il a un scénario élaboré et que donc puisqu'elle lui annonce aujourd'hui qu'il y a un échec des traitements oncologiques, il a décidé que cet après-midi il rentrera chez lui et il passera à l'acte dans leur ferme avec ses armes à feu, etc. Alors, par rapport au suicide, du coup, qui concerne le début de cette présentation clinique, au niveau, on peut dire que le suicide, en fait, il ouvre sur l'incompréhension et donc sur une part de mystère qui n'est pas possible, finalement, de comprendre vraiment pour ceux qui restent, justement. Il y a un manque, il y a un défaut dont fatalement l'endeuillé, après un suicide d'un proche, se sent coupable, même s'il n'est en rien responsable de ce geste suicidaire fatal. Ici, dans la situation qu'on vous présente, la prise de parti de la famille, qu'on pourrait nommer avec des gros guillemets de pro-suicide finalement, elle pourrait décupler, on peut imaginer, décupler le sentiment de culpabilité et les responsabilités ressenties dans l'après-coup par rapport au deuil qu'il y a à faire. Le deuil est déjà une des plus grandes épreuves de la vie et le deuil par suicide a des potentiels traumatiques qui sont importants. Certains auteurs n'avancent pas la thèse d'un deuil particulier après un suicide, bien que la culpabilité soit un item qui est significativement plus élevé chez les endeuillés qui ont vécu le suicide d'un proche. Les étapes du deuil qu'on peut définir de classiques sont présentes, mais leur durée et leur complexité s'allongent en alourdissant ainsi la souffrance qui est liée de nature au travail de deuil. Le deuil d'une personne suicidée s'ouvre déjà sur une extrême violence du choc de la découverte du corps, par exemple, ou alors de l'annonce de la mort qui est brutale. S'ensuit alors un état dépressif qui est reconnu dans tous les deuils, mais qui est donc, comme je vous l'ai dit, plus long, plus intense, et on peut l'imaginer aussi donc plus à risque suicidaire possiblement pour celui qui reste. Également présent donc la grande culpabilité, la fameuse phase la période des si, et si je l'avais appelé, il ne se serait peut-être pas suicidé, des si. Le suicide d'un proche peut conduire à un deuil traumatique avec toute la symptomatologie du traumatisme, entre autres choses, des flashs, des images, des sons, des bruits en boucle. Le risque est plus élevé de traumatisme en fonction du profil du suicidé, si on peut dire, son âge, son sexe, son état physique, son lien de parenté avec celui qui reste.
On peut aussi repérer un sentiment de soulagement qui peut apparaître après le suicide d'un proche, notamment quand il a fait face à une longue maladie. Mais cela génère aussi de la culpabilité, voire de la honte chez l'endeuillé qui ressent ça. Donc, suite aux propos de Monsieur F en consultation, qui sont validés d'ailleurs par son épouse qui est présente, qui explique à l'oncologue qu'effectivement ils en ont beaucoup parlé, qu'elle est d'accord avec ce projet-là, qu'ils ont décidé ensemble en fait. L'oncologue lui répond, explique au patient qu'il existe en France la possibilité de réaliser une sédation profonde à l'hôpital qui lui permettrait de surseoir au projet de suicide et de l'accompagner. Donc elle contacte l'équipe mobile, moi en l'occurrence, de soins palliatifs pour organiser les choses. Donc Monsieur F est accueilli 48 heures après en consultation par un binôme médecin-infirmier de l'équipe de soins palliatifs et il vient accompagné encore une fois de son épouse mais aussi de sa fille qui n'était pas là à la consultation avec l'oncologue. Donc dans un premier lieu, on réalise un entretien qui consiste à entendre sa souffrance, celle de ses proches, à écouter un peu ce qu'a été son quotidien depuis quelques semaines et quelques mois avec la maladie. Nous, c'est un monsieur qu'on n'avait pas du tout rencontré depuis son diagnostic. C'était une première rencontre. Donc pendant cet entretien-là, il nous explique à quel point c'est insupportable pour lui de vivre avec le handicap qu'il présente maintenant. C'est un monsieur qui est plutôt jeune, agriculteur, très actif, plutôt sportif. Donc là, il se retrouve un peu coincé dans son corps et c'est insupportable. Il renouvelle ses propos quant au projet de suicide et sa demande de mort devant le caractère insupportable de la situation. Donc on lui explique le cadre légal, pour accéder à une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Et on lui explique également la différence entre cette pratique et la réalisation d'une euthanasie. Alors, devant ces éléments, on peut réaliser deux constats. Le premier, pour une technique, c'est d'être connecté. Donc voilà, deux constats. Le premier, il porte sur le principe de non-malfaisance. Voilà, concrètement, une intention suicidaire, c'est généralement l'expression d'un besoin d'arrêter de souffrir ou de faire souffrir, ou alors une peur de souffrir ou de faire souffrir. Il est alors primordial d'entendre en premier lieu la souffrance du patient, de prendre le temps d'être à son écoute et de l'accompagner. Donc la proposition d'une sédation comme réponse à l'expression de cette intention suicidaire, elle ferait taire le symptôme sans l'entendre. En ce sens, le député Jean Leonetti avait déclaré en 2008 puisque la motivation de la demande de mort est une souffrance intolérable, l'objectif doit être de supprimer la souffrance qui est à raccourcir la vie et non pas à supprimer le malade pour supprimer la souffrance. Le deuxième constat que l'on peut faire, et du coup aussi un rappel, c'est sur le cadre légal actuel effectivement de la sédation et de la fin de vie, qui est d'une part souvent méconnu par les patients, mais aussi par certaines équipes soignantes, puisqu'effectivement, comme l'a dit Sédonie, il y a souvent dans les deux cas, donc patients, certaines équipes soignantes, une confusion entre ce qu'est la sédation et l'euthanasie. Concrètement, vous savez évidemment très probablement, mais l'euthanasie et la sédation ne poursuivent pas le même but. Contrairement à l'euthanasie qui, elle, a pour but premier de conduire à la mort, la sédation, elle a pour objectif de soulager une personne qui présente une situation de souffrance vécue comme insupportable, alors que le décès est imminent et inévitable. C'est donc pas la sédation en tant que telle qui conduit au décès, mais l'évolution naturelle de la maladie. Et du coup, donc voilà, sur le cadre légal, depuis 2016, la sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée donc à une analgésie, à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie. Elle peut être mise en œuvre dans certains cas sur demande du patient ou sur proposition médicale. Et du coup, juste pour énumérer les cas que vous devez très probablement connaître, donc c'est lorsque le patient est atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme et présente une souffrance réfractaire au traitement, ou bien lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable.
Et enfin, lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et au titre du refus de l'obstination déraisonnable, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue, donc provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès associé à une analgésie. Voilà, la demande elle est alors examinée dans le cadre d'une procédure collégiale si la situation est conforme aux dispositions de la loi et à l'issue de la procédure collégiale, le médecin du patient met en place la sédation. Donc suite à cette consultation, on propose à Monsieur F une hospitalisation pour pouvoir prendre en charge ses symptômes et mettre en place des traitements qui n'avaient jamais été mis en place jusqu'ici, c'est-à-dire que ce monsieur il a exprimé plusieurs fois des angoisses et une souffrance morale et il n'avait aucun traitement ni accompagnement psychologique pour ces soucis-là. Il refuse ce jour-là d'être hospitalisé parce qu'il souhaite passer le week-end avec sa famille et notamment avec son père et son frère. Il accepte par contre de revenir en début de semaine pour qu'on puisse le prendre à ce moment-là dans un service d'hospitalisation. Donc on l'admet le lundi suivant dans le service de médecine conventionnelle où on met en place un traitement anxiolytique et une aide médicamenteuse pour qu'il puisse dormir la nuit parce qu'il nous avait expliqué que ça faisait des semaines qu'il ne dormait pas du tout au domicile du fait de ses angoisses de mort et des ruminations anxieuses qu'il pouvait présenter. Un accompagnement global est par ailleurs réalisé, avec notamment des séances de relaxation médiées par la musique, des soins d'hygiène réalisés également en musique, avec un résultat manifeste, puisque même si tout n'est pas parfait, le monsieur exprime plusieurs fois son bien-être, avec des sourires, avec des échanges avec les soignants, un apaisement manifeste. En réponse à l'accompagnement qui a pu être mis en place dans le service. Alors oui, je me permets d'intervenir à ce moment-là, puisqu'effectivement, c'est le bon moment pour pointer que parmi ceux qui restent, il y a les soignants et le vécu qu'ils peuvent avoir de la situation a posteriori. D'où l'importance de pouvoir conserver une fonction soignante, le primum non nocere, afin de remettre du sens dans la prise en charge et surtout de mettre le patient au centre. Et puis bien sûr la nécessité de conforter l'équipe dans le sens du travail d'accompagnement, dans l'idée de faire pour le mieux, et en appuyant le fait que les soins ont permis aux patients des moments de bien-être, vraiment avec ce principe de bienfaisance. Par ailleurs, on peut constater que la temporalité, le temps, permet au corps soignant de ne pas rester collé à la demande initialement exprimée, qui dans tous les cas ne correspond pas à son réel désir, qui est plutôt « je veux que ça s'arrête ». Par expérience, chez nous en tout cas, les demandes d'euthanasie évoluent dans presque tous les cas, dès lors que le patient est pris en charge et que sa souffrance est entendue. Le désir n'est presque jamais celui de mourir, mais plutôt celui de vivre sans souffrir jusqu'à la mort à venir. Pendant cette hospitalisation, malgré des résistances de la part des proches qui se sont poursuivies, les proches qui souffraient de voir le patient aussi différent finalement de celui qu'ils avaient connu toute leur vie, l'amélioration de son état psychique a pu être notée, et en particulier par son épouse. Sa fille est restée quand même assez en demande en fait qu'on puisse abréger les choses, mais l'épouse a pu s'apaiser davantage. Il leur a été également proposé à elles un accompagnement psychologique, mais qu'elles ont refusé. Alors les projections des proches dans cette situation, mais plus globalement aussi, peuvent induire un souhait de mort chez le patient. Ici, chez Monsieur F, il ne se considérait pas assez bien pour vivre, et ce, suite à de multiples remarques des proches qui rapprochaient sa situation à celle de leurs animaux. Je vous rappelle qu'il était agriculteur, le monsieur. Ces animaux qui seraient en fait mieux traités que lui. Là se questionne alors le principe d'autonomie, influence des projections des proches bien portant sur la volonté des patients. Monsieur F se retrouve alors en support projectif des angoisses de ses proches,
Il va les intérioriser comme les siennes et tenter de les solutionner, on peut dire, de les soulager, en exprimant ici un désir de mort, ne souhaitant plus vivre ce qui reste à vivre. L'expression d'une volonté suicidaire est également le symptôme d'un état dépressif et d'une souffrance psychique évidente qui questionne la possibilité de décision libre, éclairée et autonome du patient, dont le jugement est alors influencé par un état psychique pathologique ou très fragilisé. Par ailleurs, la demande d'aide active à mourir, que ce soit par euthanasie ou suicide assisté, impose l'intervention d'un tiers et engage donc l'autonomie du patient, certes, mais nie également celle de ce tiers. Pour finir là-dessus, l'autonomie est à accompagner, à travailler avec le patient dans le temps, ce qui convoque aussi la notion de temporalité qui est finalement le fil rouge de notre propos. Au bout de 2 semaines d'hospitalisation et devant une aggravation des symptômes de Monsieur F, avec l'aggravation de la paralysie, l'apparition de douleurs, notamment de fortes céphalées, et une agitation avec un monsieur qui n'arrivait plus du tout à s'exprimer et qui avait des périodes d'éveil inconfortables, les doses de midazolam ont progressivement été augmentées, avec au final l'obtention d'une sédation proportionnée, avec quelques jours, je crois 48 heures après l'obtention d'un coma profond, le décès de monsieur F au sein du service. Donc on a pu accompagner ce monsieur pendant 2 semaines et finalement, a posteriori, la famille est revenue dans le service et a chaleureusement remercié l'équipe. Nous, cette situation, la question qu'elle nous amène à poser, c'est finalement de qui prend-on soin. Il nous paraissait important de souligner la notion de temporalité, le temps de rencontre du patient, de la famille, entendre la plainte, aller à la rencontre de l'autre, de son histoire, de leurs histoires, leurs liens, leurs désirs. Ce temps qui permet en fait un cheminement et un décalage nécessaire pour ne pas être dans le passage à l'acte. Ne pas forcément souhaiter apporter une réponse immédiate face à quelqu'un qui demande à mourir, mais prendre le temps de comprendre pourquoi et de comprendre ce qui se passe derrière. La temporalité, ce n'est pas un frein à l'accompagnement en soins palliatifs, au contraire. Il n'y a pas toujours de bonnes réponses à donner, mais le temps de la réflexion est très important. On s'est dit aussi que ça convoquait le principe de justice dans le sens où ce monsieur, s'il n'avait pas exprimé le souhait de se suicider, on n'est pas certaine qu'il aurait été évoqué la sédation auprès de lui. Et donc ça questionne quelqu'un qui aurait présenté la même souffrance mais sans évoquer un projet suicidaire. Est-ce qu'il aurait eu accès à cette information ? Voilà, c'est juste un questionnement auquel on réfléchit encore.